Donc ça prend du temps, il faut être effectivement persévérant. Et puis nul n'est prophète en son pays, hein, donc je pense que c'est d'autant plus difficile parfois en interne. Il y a parfois plus d'écho en externe qu'en interne. Donc ça demande effectivement d'avoir un peu de résistance. Et je pense que ça répond à la question suivante, qui était rebelle ou héros. En fait, on se disait, mais nager à contre-courant, comment, il faut compléter quand même les deux de la réponse, comment on fait pour gérer ces moments de doute, de réticence des autres, et probablement solitude aussi? Là-dessus, les copains qui sont dans la même galère dans d'autres boîtes, ça aide pas mal. Donc oui, il y a des moments de solitude quand on est... je pense que tout entrepreneur vit des moments de solitude. Enfin, donc tout intrapreneur vit aussi ces moments. Enfin, à un moment donné, c'est le passage à l'acte et c'est une décision très personnelle. Mais dans les moments comme c'est un marathon et que tout n'est pas facile, qu'il faut être persévérant, qu'il faut faire face à parfois de l'adversité ou plus souvent une neutralité passive, il est important de pouvoir s'entourer, d'aller voir d'autres acteurs de changement dans d'autres entreprises pour partager un peu les expériences. Et je pense que ça c'est important, pas rester seul. Et je trouve que je pense que ce qui peut aussi beaucoup aider, c'est quand on a la conviction que ce qu'on fait enfin, quand on a une vision, quand on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire, quels que soient les courants et les difficultés qu'on peut rencontrer, on peut vraiment y arriver. Enfin, quand j'ai démarré ce programme chez City, j'étais vraiment tout seul. Vraiment tout seul. Je suis resté tout seul pendant un an et demi. Aujourd'hui, c'est 35 salariés. C'est devenu quelque chose c'est devenu une business unit à part entière. C'est devenu quelque chose dans lequel on a quelques épaules sur lesquelles s'appuyer quand ça ne va pas. Mais pendant cette année et demie, c'était une année et demie assez difficile parce que moi j'avais vraiment la conviction que ça allait marcher. J'étais sûr et certain. Sûr et certain, un peu comme ça, mais des fois un peu. Mais quand même, au final, je savais que ça allait marcher. Et puis j'avais aussi j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de me dire que si ça ne marchait pas, du coup, je faisais autre chose. Donc rebelle, oui, parce que je pense que quand on devient intrapreneur social, on ne redevient plus autre chose que quelque chose de social. Devenir entrepreneur, une fois qu'on a décidé de faire ses choix de vie, je ne crois pas qu'on puisse réellement revenir en arrière. Et surtout, oui, voilà, je pense que c'est un engagement à 100% personnel, intellectuel. Et je rajouterais un truc, la vérité elle est sur le terrain. Donc expérimenter rapidement, être en contact avec les bénéficiaires. À un moment donné, là est la vérité. C'est-à-dire que quand Fatima a 25 ans d'expérience comme conseillère de vente en électricité dans un magasin à Vitry-sur-Seine, on lui propose de basculer au rayon salle de bain. Et elle pose comme condition à son changement de rayon le fait de pouvoir continuer à animer les cours avec Emmaüs Solidarité en électricité 2 fois par trimestre. Et on se dit, voilà, c'est pas pour rien. Quand on voit les bénéficiaires de certains programmes et qui viennent nous dire mais merci de nous avoir permis ça, ça nous ouvre des perspectives nouvelles dans notre vie, dans notre logement, etc. Là, vous dites, bon, c'est bien, continuons à être un peu hors cadre, ça vaut le coup. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais rebelle, ça veut dire... Rebelle, oui, parce que de toute façon, je pense que quand on est intrapreneur, on ne fait pas carrière je crois qu'on a abandonné l'idée de faire une carrière dans le groupe dans lequel on est. En tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est son projet, et c'est rien d'autre. C'est pas diriger tel pays, vendre tel produit, chef de marque ou quoi que ce soit. Non, on a son programme. C'est avec ou sans l'entreprise dans laquelle on développe. Et si l'entreprise ne souhaite pas le développer, ben, ce sera avec une autre entreprise. Et c'est aussi ça, la force de la conviction. Bon, je ne te souhaite pas une longue carrière chez Bell, tu crois. Bon, dernière question, et après on vous fait passer le micro. Et là, vous répondez oui, non ou un nombre.
Donc on a compris que vous aviez commencé tout seul, que vous avez réussi à emmener des gens avec vous, mais est-ce que il y a d'autres entrepreneurs sociaux qui sont nés dans votre entreprise ou votre groupe après? Pas que je sache. Il y a des envies, mais ils ne sont pas encore passés à l'acte. Bon, en tout cas, il y en a qui vous regardent et je sais que vous êtes assez exemplaire sur le sujet et que c'est profitable. Voilà. Le micro est à vous. On peut les applaudir. Merci à vous trois, Mathieu, Jean-Marc et Nicolas. Donc je me présente, Fabien Dardil, pour ceux que je n'ai pas pu croiser. J'ai envie de passer le micro à Tony Vandamme, qui n'a aucune envie de le prendre. Simplement vous partager qu'il y a déjà des choses qui se font dans l'entreprise, pas assez, assurément, en vous écoutant. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin. Et Tony va vous partager ce qu'il fait avec Doroto, le groupe Mobilia. Merci Fabien. On ne s'est pas préparé du tout, mais je suis content de prendre la parole parce que ça fait maintenant 12 ans, grâce à Eric Derville, que nous avons monté au Cambodge pour l'association Pour un sourire d'enfant, un centre de formation automoto, ce que j'avais fait ici sur les quais à Seclin. Eric m'a demandé de le reconduire. Et j'ai dit qu'au départ, je réfléchis. Et puis, 3 jours après, j'ai dit ok, on y va. Et ça fait maintenant 12 ans que je m'occupe de cette association, plus particulièrement de la mécanique auto. Alors, je vais vous donner quand même quelques chiffres comme ça de mémoire. Bon, l'association a fêté ses 20 ans. Donc, c'est Pour un sourire d'enfant. Ce sont 2 retraités français, Christian et Marie-France Despalières, des retraités de IBM, qui ont décidé donc il y a 20 ans d'aller aider les Cambodgiens, les jeunes défavorisés de la décharge. Donc Eric, il y a maintenant 12 ans, on a créé ce centre de formation mécanique auto, qui au départ, on prenait 25 jeunes en première année. C'est des formations qui durent 2 ans. Donc la première année est partie en 2e année. On a repris 25 jeunes, si bien que notre atelier fonctionnait avec 50 étudiants, donc des formations de 2 ans. Actuellement, parce qu'on a grandi, et je suis content, et surtout content pour Doroto, parce que l'effort que nous avons fait, a porté ses fruits. Et actuellement, le centre auto, on a actuellement 85 étudiants qui se remplacent tous les ans. Alors, on a 350 jeunes qui ont trouvé du boulot et la plupart, comme ils font des stages en entreprise, avant de passer leur examen, et en général, ils sont déjà pré-embauchés avant de finir leurs études. Nous avons ouvert il y a 2 ans, à la demande de notre patron de la formation et des, comment dire, des entreprises, des employeurs, c'est que nos jeunes, quand ils sortaient de l'école, bon, ils ne connaissaient pas tellement les véhicules, excusez-moi, et ils travaillaient toujours sur les mêmes voitures. Donc ils ont dit, ben, ça serait bien que si on pourrait ouvrir un garage pour qu'ils puissent travailler. Donc j'ai été voir Christophe, Christian, Nicolas, enfin bref, pour avoir la possibilité d'ouvrir ce qu'on nous on appelle maintenant, c'est l'atelier d'application, qui est réservé aux étudiants de 2e année. Et cet atelier d'application leur donne la possibilité d'avoir le contact client, de travailler sur toutes sortes de voitures, et si bien qu'ils sont encore plus performants. Voilà. Donc l'association, je vous disais, on a actuellement 7000 enfants qui sont dans la formation, dans la fondation, 2500 étudiants, donc nous on en a 70, 80, mais on a 2500,
et le chiffre global des jeunes salariés qui ont trouvé du boulot, donc ce sont tous des jeunes qui viennent de la décharge, il n'y en a pas un seul qui n'est pas passé par la décharge, il y en a 7500 au total qui ont trouvé du travail. Voilà. Donc je remercie encore Eric, Christophe, Christian et puis tous ceux qui m'ont aidé pour avoir fait cette belle réalisation. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai le plaisir de vous connaître par la Fondation pour l'entrepreneuriat social, Fondation Edmond et qui nous fait découvrir l'intrapreneuriat social. Alors vous êtes de grands groupes, Bell, Leroy Merlin. Est-ce que l'intrapreneuriat, c'est également dans des entreprises de plus petite taille, dans des PME, peut-être même dans des toutes petites entreprises? Ou est-ce que c'est souvent dans les grands groupes, comme vous, comme Schneider, Total, Lafarge, Renault, Danone, etc. À ma connaissance, c'est effectivement d'abord dans des grands groupes. Je pense que de toute façon, des toutes petites structures, c'est plus difficile qu'une personne puisse dédier vraiment du temps sur quelque chose un petit peu hors cadre. Enfin, dans une petite structure, tout le monde est au four, au moulin et en train de travailler sur les basiques du métier. Hein. Donc, oui. Non, mais une boîte de 1000 personnes, par exemple, c'est pas une petite structure. Ah oui, oui, donc ça, oui, ça commence à se développer, oui. Il y a des exemples. Le biscuitier Poult, par exemple, a développé un programme d'intrapreneuriat, qui n'est pas forcément que social, mais il y a eu là-dedans des projets d'intrapreneuriat social dedans. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. André Leclerc, j'ai eu le plaisir de confirmer ce qui a été dit sur le Cambodge. Nous avons pu visiter ce garage avec, si je me rappelle bien, 3 ponts tout rouges. J'ai les photos, mais voilà. Et on a visité tout ce centre qui est formidable, parmi d'autres au Cambodge où il y a beaucoup. Et je pense que vous avez essayé Madagascar, mais que ça a été tellement difficile que vous n'êtes pas abouti. Avec Enfants du Soleil, si je me rappelle. Voilà, mais il faut reprendre. Enfants du Soleil avait eu des gros problèmes et maintenant renaît très fort. On est sur un problème de barrage avec eux, etc. Donc si vous reprenez contact avec Enfants du Soleil, à tous les coups, vous allez faire un autre garage. Moi, ma question, c'était celle-ci. Vous avez, enfin, il y en a beaucoup, mais vous avez évoqué business ou charité. C'est une problématique que nous rencontrons souvent parce qu'elle se mélange. Exemple, Emmanuel Faber, avec lequel j'étais avec Younous et Evian quand on a fait le machin, l'entreprise. Pratiquement, c'est une entreprise de charité, je suis jeune autant, tu me diras Nicolas, mais dans un marché qui n'est pas compétitif, puisque Younous lui dit tu n'as pas le droit de donner de dividendes. Or, Danone doit donner un dividende à Paris. Donc là, c'est un petit peu une bulle. Alors, qu'est-ce que vous privilégiez? Le social business, j'ai un peu de difficulté à faire la définition par rapport à ce que faisaient nos parents dans l'industrie textile ici. Ils créaient des logements, ils donnaient de la formation, avant la loi, ils faisaient des vacances, ils ont fait la sécurité sociale et tout ça. Alors je distingue pas bien, j'ai un peu de peine là. Mais j'aimerais savoir si votre développement, c'est plus du business ou de la charité, et Mohamed Younous offre les deux canaux. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui marche mieux? Qu'est-ce qui performe mieux? Comment est-ce qu'on s'en sort? J'ai pas de point de vue philosophique sur la question. Non concret. Ce que je constate, c'est que beaucoup de ces programmes-là ne sont pas le fait d'une seule entreprise, mais que c'est des co-constructions avec des acteurs de terrain, notamment des acteurs sociaux, donc du secteur non lucratif. Alors la question, c'est quand une entreprise privée doit s'associer à une association ou à une fondation ou à des acteurs sans but lucratif,
C'est comment on arrive finalement à déterminer un terrain de jeu sur lequel on peut travailler en toute confiance durablement. Et je pense que le fait d'arriver en disant sur ce terrain de jeu-là, nous on n'est pas là pour faire de l'argent, et en même temps on ne peut pas en perdre, permet de délimiter une zone de collaboration durable. Si on est suspecté de vouloir finalement faire de l'argent, là c'est plus compliqué. Donc moi je pense que le bénéfice principal de ces projets-là, il est plutôt dans des conséquences positives pour le métier. Le changement de regard qui a été évoqué, le fait de renouveler une approche marketing, une approche de production, une approche de recherche et développement, etc. Une approche ressources humaines, ou en termes de motivation, de sentiment d'appartenance des collaborateurs, tout ça, ça a de la valeur. Voilà. Mais je pense que sur des actions, quand on est en partenariat avec des acteurs du secteur non lucratif, il faut pouvoir délimiter une zone un peu démilitarisée dans laquelle on se dit, là on est dans une collaboration, on n'est pas là pour faire de l'argent. Merci. Alors, avant j'étais petit entrepreneur, donc pour moi je trouve ça toujours très curieux. J'avais des business qui avaient qui étaient inclusifs. L'objectif c'était de créer de l'emploi sur les hauts plateaux. Pour les éleveurs nomades, les éleveurs de yak, ils ont créé de l'emploi, créé une société que j'ai dirigée pendant 4 ans, dans laquelle il y a eu près de 200 salariés. Une petite, une jolie structure, mais avec toutes les difficultés d'une petite entreprise pour se financer sa croissance, pour trouver l'investissement. En plus en Chine, où toutes les difficultés pour avoir accès au crédit quand on est une société à capitaux étrangers. Enfin, je ne passe les détails, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que je pense que ce projet-là est un vrai social business, et je pense que c'est un gros mot quand on est un petit entrepreneur, parce que aller expliquer, c'est déjà difficile de trouver des partenaires, c'est difficile de trouver des investisseurs, et leur expliquer qu'en fait, il faut investir dans cette entreprise, c'est très risqué, et en plus on ne vous rend jamais votre argent. C'est un discours qui est quand même un peu difficile à tenir, et que du coup je n'ai jamais, moi en tout cas personnellement, pu tenir. Donc, je me suis toujours revendiqué comme étant un business salarié qui était correctement payé, en respectant le droit du travail, en allant même au-delà quand il n'était pas suffisamment, on jugeait qu'il n'était pas suffisant. Aussi parce que c'est aussi quand on forme des gens qui sont très compétents, on essaie des artisans exceptionnels, on essaie de les garder en les rémunérant mieux. Ça c'est sûr. Donc moi je me suis toujours plutôt revendiqué, et le groupe L aussi se revendique plutôt comme du fait de ce qu'on appelle l'inclusive business, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut monter des entreprises, des projets économiques qui peuvent créer de la valeur pour des gens qui étaient exclus finalement de l'économie moderne. Comment on peut essayer de les réintégrer. Donc il n'y a pas de notion il n'y a pas de tabou autour du profit, je ne crois pas. Enfin, je peux même vous dire c'est sûr. Il n'y a pas de tabou au niveau du profit, il n'y a pas de... Et avec les partenaires non plus, je crois que on a donc cette plateforme dans laquelle il y a des ONG, dans laquelle il y a des entreprises, d'autres entreprises privées, dans lesquelles il y a la société civile sous d'autres formes, même des syndicats ou en dehors quand ils existent. Moi, je crois que tout le monde, en tout cas, le travail de tout le monde est rémunéré à sa juste valeur. Et je crois qu'au contraire, le rôle d'une entreprise, c'est justement de pouvoir afficher des business models. Enfin, c'est ça son expertise, sinon mais c'est d'afficher des résultats économiques qui soient bons, d'afficher une profitabilité, pouvoir se dire qu'on va pouvoir continuer à se développer, continuer à sécuriser en tout cas l'emploi dans son projet. Donc, plutôt inclusive business que social business, et effectivement plutôt opportunisme, c'était que charge, c'est clair. Et juste moi je suis intimement convaincu, il y a effectivement c'est presque 2 milliards de personnes qui sont dans le secteur informel, que les entreprises du secteur formel regardent très peu, parce que c'est très compliqué, c'est un no man's land. Il y a des mécanismes communautaires qui sont complexes,
mais dans lequel il y a des sources d'opportunités pour qui sait les organiser dans toute la chaîne de valeur. On travaille sur la distribution, mais aussi la petite agriculture familiale partout dans le monde. C'est aussi un sujet qui en plus est en ce moment très à la mode. Dans la microproduction, il y a énormément pour qui sait comprendre les mécanismes de ce qui se passe dans ce secteur, ce black market qui compte 2 fois plus de salariés deux fois plus de gens que les gens qui sont dans le secteur formel. Pour qui sait comprendre les codes, il y a des opportunités business extraordinaires. Si je peux me permettre en 2 secondes aussi de donner mon point de vue sur la question, pour avoir essayé de comprendre les différents courants social business, entrepreneuriat social, bottom of the pyramid, etc. Ma vision de l'entreprise de demain, nous quand on pose la question business ou charité, pour moi c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, le but pour moi, quand on veut faire de l'intrapreneuriat social, c'est d'inventer une 3e voie. Donc business plus social égale quelque chose de plus puissant, qui donne du sens. Emmanuel Faber dit on est divisé par le profit, le social business multiplié par le sens. Donc on est dans un autre questionnement, on amène autre chose. Et pour moi, je ne crois pas 100% au concept de social business parce qu'il faut rémunérer à un moment l'actionnaire. C'est juste qu'il ne faut pas maximiser les gains pour l'actionnaire aux dépens de tout le reste. C'est ce qui peut être je dirais les méfaits du capitalisme financier autense. C'est ça, maximiser les gains pour l'actionnaire aux dépens de tous les autres. C'est ce qu'on nous enseigne en école de commerce. Une entreprise a pour but de maximiser les profits de l'actionnaire. C'est ça, la gestion. Donc ça, j'y crois pas. En même temps, je ne crois pas à la charité. Je ne crois pas à donner toujours parce que c'est pas durable, tout simplement. Et comment est-ce qu'on peut inventer une 3e voie où il y a un équilibre des parties prenantes, où les actionnaires sont rémunérés un peu, à mesure, je dirais, où ils y gagnent, mais en même temps c'est à bonne mesure, où les salariés sont bien récompensés aussi et où on est au service des clients, enfin, l'équilibre des parties prenantes. Voilà, c'est plutôt ma vision de cette vision. Donc inventer une 3e voie. Est-ce qu'il y a encore... Alors, il y a une question. Il y a d'autres questions ou pas? Il y a une 2e, 3e question. On a 3 questions. Je vous propose un truc, c'est qu'on prenne les 3 questions. On y répond. Puis après, on a quelques mots de conclusion. Vas-y, Laurent. Alors, moi, c'est assez simple. J'aimerais savoir comment être intra-entrepreneur quand on n'est pas décideur. Parce que vous, à première vue, vous êtes des personnes qui êtes déjà des décideurs. Donc, à un niveau plus bas, comment quelqu'un de votre équipe, par exemple, comment on peut faire pour justement donner une idée, aller plus loin, et puis pousser, quoi, pousser. Vous avez dit, on pousse des portes, on tient le grain de sable, etc. Mais voilà, si on ne vous écoute pas, vous, en tant que petit grain de sable, s'il n'y a personne qui peut vous aider, qui à un moment ou à un autre, comme l'a dit Martin tout à l'heure, moi, les moutons à Noroto, j'y pensais depuis 2-3 ans, c'est voilà, c'est une relance, pas mal de choses qui m'ont dit, ben, aujourd'hui, vas-y, essaye, puis on y va pas. Donc, comment faire quand on est petit grain de sable pour pousser les portes, pour essayer de faire avancer le chemin? Et c'est toi qui poses cette question-là, tu l'as fait. Mathieu, tu as une question? Oui, en fait, vous avez posé une question hyper dure. Est-ce que vous voulez être entrepreneur social? Il y a 3 personnes qui ont répondu. Moi, je trouve ça horrible. En fait, déjà, je trouve que tout homme est social. Moi, je suis bluffé de voir tous les collègues qui ont des associations le soir, le week-end, etc. Enfin, donc, Et première chose. Et deuxième chose, pour moi, en fait, ça me saoule un petit peu de m'être entrepreneur social. Au fond de moi, je suis intimement convaincu. Puis en plus, j'essaie de le faire. C'est quand même costaud d'être intrapreneur et il est social. Il y a 15 ans, Eric, à côté de moi, m'avait dit une entreprise, on nous a appris de ne pas créer une entreprise, évidemment, dans 6 mois, dans 2 ans. Il y en a qui le font en ce moment, mais ce n'est pas notre objectif. Vous nous avez dit, c'est au bout de 7 ans qu'on voit qu'une boîte, elle est solide. Donc quand on veut créer quelque chose, quand on est entrepreneur, c'est poussé pour la durée, donc on crée l'emploi. Enfin, on est déjà social avant tout. Alors, je suis fan de ce que vous avez dit, mais là, vous nous mettez déjà la barre haute. Essayons d'être intrapreneurs de notre entreprise et il y aura déjà de très belles petites choses à voilà. Merci, c'était pas une question. Et joli point. Il y a une question par là, Amaury.
Oui, non, la question c'est est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous avez déjà quelques collaborateurs qui travaillent complètement autour de vous? C'est une première question. La deuxième question, c'est y a-t-il une différence d'ambiance si vous êtes déjà des équipes chez Bell et chez Leroy Merlin, est-ce qu'il y a une différence d'ambiance, de fait de travailler de cette façon-là dans vos équipes par rapport aux autres équipes de l'entreprise et laquelle? Alors, il n'y a pas d'équipe dédiée aujourd'hui par mois. Il y a une stagiaire qui est là jusqu'à la fin de l'année et qui fait un énorme boulot, mais c'est d'abord essaimer et trouver des collaborateurs et des collaborations locales. Donc aujourd'hui, je suis le seul chef d'orchestre, j'allais dire, de l'ensemble des choses. Ceci dit, on sent quand même dans les gens qui sont impliqués dans ces projets-là qu'il y a un œil qui brille de manière particulière parce qu'il y a du sens et il y a des choses. Je ne cherche pas à mettre la barre haute sur le terme d'entrepreneuriat social. D'ailleurs, comme je disais, j'ai appris après coup que j'en étais un. Bon, je pense qu'effectivement, c'est d'abord un intrapreneur qui est intéressant. Je pense que si on rajoute ce mot intrapreneur social, c'est bien aussi par rapport à la finalité de la résolution d'une problématique sociale. C'est dans ce sens-là que c'est compris. Bien évidemment que le fait de créer de l'emploi, de pérenniser une activité économique et de faire ça de belle manière, de faire grandir des gens d'une équipe, c'est évidemment une contribution sociale super importante. Comme quand tout manager fait grandir ses équipes, il peut avoir la fierté, au-delà de son job, d'avoir fait grandir les gens avec qui il était ou avoir donné les opportunités et l'environnement qui permet l'épanouissement des gens. Et tout ça est évidemment super important. Hein, voilà. Je pense que ça pose juste la question qui est un peu différente de quand même de réconcilier dans une approche de l'économique ou de la vie de l'entreprise une dimension de résolution de problématiques sociétales qui dépasse un peu les frontières sur lesquelles on est attendu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et quelque part, si j'enfonce aussi le clou par rapport, par exemple, à une vision de la RSE un peu limitée parfois dans la conception, qui finalement est une amélioration des externalités négatives de notre activité. Bon, bah, tant que c'est ça, ça fait rêver personne et on le revendique pas trop parce que voilà. Alors que finalement, le social business ou le business inclusif ou la recherche de solutions nouvelles avec des partenaires de terrain, des problématiques sociales, c'est finalement générer des externalités positives là où on n'était pas forcément attendu. Et je pense que ça mobilise fortement aussi l'interne, ça mobilise certainement plus de créativité, plus d'envie, plus de joie, qui est un profond moteur de changement, que juste être en train d'essayer de limiter notre empreinte carbone. Voilà. Alors, moi, je n'étais pas du tout placé pour lancer mon affaire. Pendant 2 ans, je continuais à travailler en centrale d'achat. J'y ai dédié jusqu'à 20 heures semaine, donc autant dire que les soirs et les week-ends y passaient. Donc c'est une décision familiale, d'abord. Mais en même temps, je me disais, si jamais je voulais créer ma propre boîte à l'extérieur de Leroy Merlin, je ne m'y serais pas pris autrement. Et là, j'avais à la limite un peu plus de flexibilité, parce que si j'allais passer une journée à rencontrer d'autres entrepreneurs sociaux ou de commencer à expérimenter des projets sur le terrain, je savais que je devais rattraper le boulot que je n'avais pas fait cette journée-là, le soir ou le week-end. Bon, ça fait partie de la donne. Maintenant, pendant 2 ans, j'ai rencontré 80 personnes en entretien individuel et 400 personnes en groupe. C'est juste pour dire qu'il ne fallait pas lâcher, il fallait vraiment rencontrer du monde et que c'était pas gagné, quoi. Et qu'il a fallu 2 ans pour avoir un petit oui. Parce que franchement, quand on est une entreprise de 20 000 personnes, je ne dirais pas ça pour une petite PME, une petite structure, mais dédier une personne pendant 1 an pour dire tiens, vas-y, expérimente à temps plein sur le sujet, la décision n'était quand même pas super impliquante. Mais ça a quand même mis 2 ans. Voilà, c'est pour dire que quand on ouvre des voies nouvelles, parfois il faut peu de temps. Voilà, donc ça n'a pas été une décision immédiate. Jean-Marc, est-ce que tu as ajouté quelque chose? Oui, tu as déjà beaucoup de choses. Mon cas est un peu particulier, parce que j'ai été payé pour ça. Mais plus spécifiquement, moi en fait, je n'ai pas demandé l'avis. Pour plein de choses, je l'ai fait sans demander l'avis à personne. J'ai lancé des pilotes sans en parler pour voir comment ça marchait.
Quand on a lancé la micro-assurance, je me suis dit, si ça, je commence à en parler en réunion, c'est 8 heures de réunion et à la fin, 0 décision, il ne se passera rien. J'ai dit à Groupama, allez, on lance le truc, on y va, on a lancé, puis après on a raconté une super histoire. Je n'ai pas attendu le budget de l'année prochaine pour dire ce que j'allais faire. En fait, j'ai vraiment... voilà, j'ai pris ce risque-là. Bon. Et fort heureusement, ça a marché. Hein. Si ça n'avait pas marché, j'aurais dit à personne. Mais bon, voilà, j'ai eu de la chance, ça a marché, mais bon, je ne sais pas si c'est un bon conseil. Hein. Et, bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait.